De Walf TV, c'est parti pour la principale édition de la mi-journée. Au sommaire, l'affaire Aïda Mbodj qui fait des vagues à Touba et Mbacké. Les élus locaux affûtent les armes pour faire face à l'épée de Macky Sall qui a pour objectif de récupérer ce fief qu'il n'a jamais gagné. Le camp de Aïda Mbodj soutient qu'Aïda Mbodj demeure la présidente du conseil départemental de Bambey. Ces libéraux, lors d'un vaste rassemblement, ont tenu à avertir le ministre des collectivités locales qui est derrière cette décision. Les réformateurs du PDS ne baissent pas les bras malgré la saignée. Les proches de Modou Diagne Fada, qui dénoncent toujours son exclusion, jugent qu'il faut une refonte pour requinquer le Parti démocratique sénégalais. À suivre également dans cette édition, la page du sport avec Cheikh Tidiane Gomis. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Locaux de Touba et de Mbacké hérités par l'affaire Aïda Mbodj. Il taxe Abdoulaye Diouf Sarr de favoritisme, même dans la distribution des fonds de dotation. L'objectif de Macky Sall, selon ses libéraux, est de mettre la main sur la région qu'il a toujours perdue lors des élections. À ce propos, écoutons Aïda Gueye, la présidente des femmes libérales de Touba, qui s'entretient ici avec Mamadou Maktar. Nous dénonçons avec la dernière énergie l'attitude du ministre des collectivités locales. Il n'a pas la prérogative de destituer Aïda Mbodj. Mais cela ne nous a pas surpris. Vu la façon dont il a distribué les fonds de dotation, on a noté un favoritisme. Ceux qui sont contre le pouvoir ont été lésés. Cette attitude ne peut plus prospérer. Nous sommes déterminés à lui barrer la route. On va initier des marches et des manifestations pour alerter l'opinion nationale et internationale. L'objectif du gouvernement de Macky Sall, c'est de mettre la main sur la région de Diourbel. Ils ont démarré avec la présidente du conseil départemental de Bambey. Mais après Aïda Mbodj, ils vont venir à Touba. Leur seul objectif, c'est de destituer tous les élus de l'opposition dans la région de Diourbel. Ces responsables du parti au pouvoir versent dans la délinquance. Mais cela ne passera pas. Macky Sall doit savoir que chaque chose a sa fin. Un jour, il va quitter le pouvoir. Et cela, c'est pour bientôt. Restons toujours sur le cas Aïda Mbodj, qui reste toujours la présidente du conseil départemental de Bambey. Ces propos sont des libéraux qui avertissent le ministre des collectivités locales. C'était à travers un rassemblement tenu sous haute surveillance policière. Mamadou Maktar Sarr nous en dit un peu plus. Aïda Mbodj demeure toujours la présidente du conseil départemental de Bambey. C'est un décret présidentiel qui doit la destituer et non un simple papier d'un ministre des collectivités locales. Ces propos ont été tenus par les libéraux de Bambey lors d'un vaste rassemblement. Madame Aïda Mbodj, jusqu'à présent, est présidente du conseil départemental de Bambey. Parce qu'en fait, nous n'avons pas reçu le décret présidentiel qui doit mettre fin à ses fonctions. Nous pensons qu'un ministre de la République n'est pas habilité à lui servir un papier lui faisant part de sa destitution. Et compte tenu de tout cela, nous allons, sur deux angles, attaquer l'État ou attaquer les différents ministres qui ont fait ce travail-là. Ces libéraux d'ajouter qu'à travers cet acte, l'État du Sénégal vise à déstabiliser leur leader, mais c'est peine perdue. Face à la volonté manifeste de la destituer de manière cavalière, l'Assemblée a conclu sans équivoque à, premièrement, une mesure purement politicienne, une tentative maladroite et anti-républicaine d'anéantir un adversaire politique redoutable contre qui on a récemment conçu une entreprise de conspiration dénommée Golipam, grande offensive pour la liquidation politique de Aïda Mbodj. Au regard de cette énième forfaiture orchestrée par le régime en place, après celle relative à l'empêchement de la constitution d'un groupe parlementaire de l'opposition dirigé par Mme Aïssatou Mbodj, la fédération départementale du Parti démocratique sénégalais de Bambey condamne vigoureusement l'acharnement dont elle fait l'objet. Au terme de cette rencontre qui s'est tenue sous haute surveillance policière, les libéraux qui avertissent les autorités étatiques comptent mener le combat jusqu'à la dernière énergie
pour garder leur présidente légalement élue par les populations de Bambey. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, les réformateurs du PDS affûtent leurs armes à Pikine Nord. Eux aussi, ils ont organisé une réunion pour dénoncer le manque de concertation dans les rangs de leur parti, l'exclusion de Modou Diagne Fada, tout en réitérant la légitimité de leur démarche de refonte. Voici Mambala Seck au micro de Théodore Sénédo. Actuellement, le PDS lasse du terrain et je pense que le pouvoir en place est en train de prendre le terrain. Et je pense que le PDS doit se ressaisir actuellement pour pouvoir aller vers les échéances prochaines. Le dernier acte posé était de l'exclure du parti. Malgré lui, il va essayer de créer son parti. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que les réformateurs ne sont pas les ennemis, les frères ennemis du PDS. Ce sont des gens qui sont dévoués à la tâche. Et ces réformes n'ont pas fait l'objet de discussions sérieuses au sein du PDS. Les gens ont voulu l'exclure sans raison. Et je pense que ça, c'est une injustice notoire. Les réformes sont faites pour renouveler le parti. Je pense qu'il y avait une léthargie au niveau de ce parti-là. Après les élections de 2012, je pense que nous avons enregistré beaucoup de dépasses. Cette léthargie a permis et a inspiré le président Modou Diagne Fada, qui a proposé des réformes. D'ailleurs, il a déposé un mémorandum auprès du secrétaire général national, M. Abdoulaye Wade, qui n'a pas voulu donner suite à ce mémorandum. Ça, c'est un faux débat. Moi, je pense qu'après le référendum du 20 mars dernier, je pense que les mauvaises langues devaient se taire. Parce qu'il a montré qu'il est encore crédible dans sa zone. Je pense que cela est parti de là. Parce qu'après la proposition de ce mémorandum, il n'y a pas eu de réponse. L'autonomisation des femmes, tant chantée dans le monde rural et au Sénégal, doit être une réalité et non de simples paroles. Il est temps d'arrêter de parler pour mettre en œuvre les promesses. Cette réflexion émane des femmes de la FAO en marge d'une rencontre au centre d'incubation. C'est une correspondance de Najib Sagna. L'autonomisation des femmes doit être une réalité et non des mots. Les femmes de la FAO l'ont rappelé au cours d'une rencontre à leur centre de formation en Gorom 1. Les femmes veulent maintenant avoir un pouvoir d'achat pour être beaucoup plus autonomes. Mais il est temps que des actions suivent la mobilisation, suivent les discours et suivent tout ce qui est les déclarations d'intention. Les femmes ne sont plus maintenant à réveiller, elles sont déjà réveillées. Mais elles veulent un contenu dans leur quotidien, elles veulent du progrès, elles veulent aussi avoir un pouvoir d'achat qui leur permet d'être plus autonomes. L'autonomisation des femmes, quoique déclarée par les Nations Unies, commence par le terrain. Pour le ministre des Femmes, l'autonomisation est d'abord une question de confiance en soi. L'autonomisation, c'est d'abord la confiance en soi que la femme doit avoir pour se dire que là où les hommes sont, je dois pouvoir être là-bas. Tout ce que les hommes peuvent faire, je dois pouvoir le faire. Et ceci, c'est la formation. La formation qui vise à former, excusez cette redondance, à former, à mettre à niveau les femmes. Depuis des années, l'autonomisation des femmes est devenue un credo pour les associations de femmes, mais tarde à se réaliser. Direction Saint-Louis où imams et oulémas déclarent la guerre au terrorisme qui est contraire selon eux et dicté par l'islam. Ils entendent aussi lutter contre d'autres fléaux comme la drogue ou la pédophilie. Leur porte-parole, Cheikh Tidiane Fall, s'est confié à Gabriel Barbi. Le terrorisme, nous sommes entièrement contre. Le principe de l'association, nous sommes contre le terrorisme. L'islam rime avec paix. Islam signifie salam. Tout ce qui touche le terrorisme, nous sommes entièrement contre. C'est la position de l'association. Nous sommes contre le terrorisme, mais nous allons lutter tout ce qui touche l'islam, tout ce qui ternit l'image de l'islam, nous allons apporter notre contribution. Notre contribution pour le développement du pays, nous sommes des citoyens avant d'être des imams. Nous sommes des citoyens conscients de tout ce qui se passe dans la société. Nous allons nous impliquer activement à toutes ces actions de développement. Le slogan, comme l'a si bien dit,
tout ce qui touche l'islam, tout ce qui est en contradiction avec les principes de l'islam, nous allons nous impliquer là-dedans pour apporter notre contribution. Nous avons pour ambition de réaliser la maison des imams à Saint-Louis. Réhabiliter et équiper l'ensemble des mosquées selon nos moyens. Et enfin, participer dans ce processus de modernisation des daras qui vise à éradiquer cette mendicité. Les enfants qui passent la nuit partout, un peu partout dans la ville, participer à ces phénomènes qui gangrènent notre société. Nous ne voudrons pas qu'on nous mette à l'écart de la vie associative, de la vie sociale. Nous voulons nous impliquer activement à toutes les actions de développement au niveau de Saint-Louis. Mise en place d'Air Sénégal SA, les travailleurs de la défunte société Sénégal Airlines demandent aux autorités étatiques de payer les droits des travailleurs et de les redéployer dans la nouvelle société selon leurs compétences et sans parti pris. Moustapha Diakhaté, le coordonnateur des délégués du Sénégal Airlines, que nous écoutons au micro de Théodore Semedo. Et pour nous, le contenu, c'est vraiment la prise en charge d'abord du personnel, le reversement dans la nouvelle compagnie. En tout cas, le maximum de personnes, la totalité, si vous voulez, des compétences. C'est ça qui nous préoccupe le plus, cette phase transitoire-là. On vient de liquider une compagnie, on vient d'en créer une autre. Mais c'est la création juridique qui s'est faite. Aujourd'hui, il reste de mettre le contenu pour que vraiment les avions viennent, toutes les autorisations, etc., les ressources humaines qui vont vraiment démarrer la compagnie, etc. Mais il y aura on ne peut pas créer une compagnie aujourd'hui et faire voler les avions demain. Ce n'est pas possible. Il y aura cette phase transitoire de minimum 3 mois, 6 mois ou 1 an, nous ne savons pas. Puisque le ministère de tutelle, les autorités n'ont pas communiqué dans ce sens-là, en donnant en tout cas un deadline. Mais ce deadline, nous, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on nous a arrêtés. On ne travaille plus. À fin avril, bon, peut-être d'ici fin avril, il y aura une assemblée générale de dissolution de la compagnie qui va se décider. Ça veut dire que nous serons dans la rue. C'est un secteur qui est très précaire, qui mérite vraiment que l'État se penche dessus. Nous en sommes pratiquement à 4 compagnies aériennes, rien qu'au Sénégal, qui se sont justement, qui ont fait faillite. Il s'agit d'Air Afrique, de la Sonatra. Mais il y a la Air Afrique, il y a Sonatra, il y a Air Sénégal International et maintenant Sénégal Airlines. Ça fait trop. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense plutôt, je penche pour un problème de management. On a des problèmes de ressources humaines. On n'arrive pas à mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Il n'y a plus de centre de maintenance. On devait avoir un centre de maintenance. Ça permettra en tout cas de rapatrier toutes les compétences qui sont allées. C'est parti pour recevoir sur ce plateau Cheikh Tidiane Gomis pour l'actualité sportive. Bonjour Cheikh Tidiane. Oui, bonjour Fatou Diouf Faye. Football championnat professionnel, Ligue 2, fin de la 20e journée ce lundi. Oui, effectivement, c'est aujourd'hui que prend fin la 20e journée de la Ligue 2. Ce sera au Stade Demba Diop avec 2 rencontres. Tout d'abord, des rencontres vraiment intéressantes vu l'enjeu de ces matchs. La Renaissance de Dakar reçoit le Barguet de Kébémer, 2 équipes qui ont des préoccupations diverses. Pourquoi? Parce que, regardez, Barguet qui vient à Dakar pour chercher les 3 points, c'est pour rester dans le wagon des équipes pour monter en Ligue 1. Et quant à Renaissance, 12e premier non relégable, doit impérativement gagner ou pour ne pas sombrer. Et en deuxième heure, c'est le Duc qui est dans la même situation que l'équipe comme vous le savez, comme l'équipe de Barguet de Kébémer. Et donc maintenant, comme vous le voyez, l'équipe de Dakar Sacré-Cœur aussi est dans la même situation que Renaissance de Dakar, c'est-à-dire donc l'équipe est en mauvaise posture au classement. Voilà donc les 2 matchs qui vont terminer cette 20e journée, mais on continue avec cette Ligue 2. On a joué samedi et dimanche et là, ce que ça donne, voici les résultats de cette 20e journée jouée samedi et dimanche. Kayor Foot et Ethics ont fait match c'est Kayor qui gagne 1-0. Et regardez, Tinguet Football Club qui bat le Port 2-1.
Génération Foot qui bat l'AS Pikine 1-0. Les deux équipes confortent leur position ou bien même, pour ne pas dire, leur place de favori pour monter en Ligue 1. Yego de la SICAP qui bat Dara, qui enfonce à nouveau l'équipe de Dara. Et voilà donc les matchs qui sont joués. Et on a oublié, c'est Ndargued aussi a joué hier et a battu l'ASFA sur le score de 1-0. Et restons sur ce football championnat professionnel, toujours Cheikh Tidiane, pour parler de la Ligue 1, la Linguère et le Djambar, grand bénéficiaire de la deuxième journée. Oui, l'équipe de la Linguère et l'équipe de Djambar sont sur le podium à l'issue de la 20e journée qui a pris fin hier. Oui, et les deux équipes ont gagné ce week-end et ont fait un bon résultat. Pour la Linguère est allé battre le leader, le Casa Sport, sur la marque de 4-1. Regardez vraiment les résultats, regardez bien. Donc hier, il y avait eu des surprises, parce que Linguère qui va gagner le leader Casa Sport 4-1. On a mis un but partout, mais c'est 4-1, victoire de la Linguère. Et que la Sounour a fait match avec NGB 1 but partout. Ndiambour qui perd à domicile devant le Giraffe 3-1. Match nul blanc 0-0 dans le derby de la Petite Côte entre le Stade de Mbour et le Mbour Petite Côte. Et l'US Gorée qui perd devant Djambar 2-1. Olympique de Ngor et US Ouakam, le derby des Lébous, c'est 2 buts partout. Et l'AS Douanes qui perd devant le GFC sur le score de 1-0. Et ça donne quoi? Casa Sport premier avec 30 points. Deuxième, il y a le Djambar de Sali qui a 29 points. Troisième, l'équipe de la Linguère qui a aussi 29 points. Et au bas du tableau, on retrouve donc les deux habitués, c'est-à-dire Olympique de Ngor et l'équipe de Mbour Petite Côte. Voilà donc ce que ça donne pour ce qui est vraiment du championnat de Ligue 1. Et après cela, cher Tidiane, nous allons nous axer sur le basket playoff. Les filles et les garçons ont joué la première journée ce week-end. Oui, et comme vous le savez, les favoris ont tous gagné, que ce soit en dames et en garçons. On débute où? Et je pense que Penda Dialogué va nous mettre les garçons. Bon, oui, heureusement pour nous. Honneur à nous les garçons. Et, elle nous a mis les garçons. Et donc, je vous le disais tantôt, le Duc favori a battu l'ASFA 60-46. Et que c'est là, c'est l'AS Douanes qui perd devant Louga Basket 78-70. UGB qui bat donc Sibac 58-55. Victoire de Saint-Louis Basket Club devant l'USO 51-56. Et maintenant les dames. Oui. Et là aussi, les deux équipes favorites de ce tournoi. On va aller, playoff filles. On attend les résultats des filles. Regardez bien. Duc a battu largement Asfo 81-43. L'Agenda qui perd devant la ville de Dakar 72-44. UGB qui se fait battre à domicile par le Giraffe par 2 points d'écart après prolongation 53-51. Et Saint-Louis Basket Club, comme vous le voyez, a battu SLBC, favori champion en titre, a battu donc BOP 60-46. Et pour clore, nous allons parler de régates. Les décidents de la fédération s'organisent pour installer, n'est-ce pas, une autre structure fédérale. Oui, effectivement, les décidents de la Fédération sénégalaise de régates en réunion pour la mise sur pied d'une structure. Ceux qui se considèrent jusqu'ici comme les véritables représentants des régates au Sénégal n'entendent plus suivre l'autre frange qui maintient toujours son bureau fédéral. Reportage signé Najib Sagna. La Fédération de régates renaît de ses cendres. À Rufisque, où ils sont réunis, les membres de l'équipe fédérale ont annoncé que la prochaine Assemblée générale devant renouveler l'instance serait en place le mois prochain. À notre réunion d'aujourd'hui, c'est de relancer la Fédération de régates. Nous avons toujours été réguliers dans nos assemblées. Aujourd'hui, nous avons réuni depuis Touab Dialaw jusqu'à Sembedjoum. Tous les délégués fédéraux sont ici pour préparer l'Assemblée générale qui va élire un bureau fonctionnel. Il faut que nous préparions dans un mois au plus tard, réunir encore les délégués et fixer la date de l'AG. Les membres de cette fédération ont averti par la main qui, selon eux,
a profité de la léthargie pour créer la division. Bon, Falembeng nous a rencontrés à Yen. Il nous a informé qu'il était affilié à une certaine fédération internationale des peuples de l'eau. Donc nous ne sommes pas affiliés à cette fédération des peuples de l'eau. ñaar ñooñu génn àddina ñi génn àddina dafay am léthargie bi mooy dafay am benn vide boo xamante ne dañuy essayer pour remonter vide boobu si lañ nekkoon nag mais biñ si nekkee di dox wax def ay réunion Kër Baye Daouda Gaye à Bargny si la am ñoo xamante ne nag dañ profité maanaam pour wax ne fédération bi dafa dee Falembeng dépassé nañ kaa mu ngi suñu ginnaaw. Pour les membres de cette fédération, les textes seront respectés et personne d'autre ne pourra diviser. Avec vous, cher Tidiane Gomis, merci beaucoup. Et nous allons donc boucler cette édition. Et parmi les grandes lignes de ce journal, l'affaire Aïda Mbodj qui refait des vagues à Touba et Maké. Les élus locaux affûtent les armes pour faire face à l'épée de Macky Sall, qui a pour objectif de récupérer ce fief qu'il n'a jamais gagné. Le camp de Aïda Mbodj soutient qu'Aïda Mbodj demeure la présidente du conseil départemental de Bambey. Ces libéraux, lors d'un vaste rassemblement, ont tenu à avertir le ministre des collectivités locales qui est derrière cette décision. Les réformateurs du PDS ne baissent pas les bras malgré la saignée. Les proches de Modou Diagne Fada qui dénoncent toujours son exclusion jugent qu'il faut une refonte pour requinquer le Parti démocratique sénégalais. Un grand merci à Yarato Pendaya-Logue et à Ramatoulaye Sall Diop du côté technique, coin esthétique. Merci également à Abinour. Merci également côté rédactionnel à Ousmane Sen, que vous allez retrouver dans un instant pour le magazine de la rédaction. Merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui a préparé ce journal. Et merci à tous également de rester fidèles à Walf TV pour le magazine, le reportage du jour qui va porter ce matin sur la santé à Yeumbeul Sud où il y a 2 postes de santé pour plus de 154 000 âmes. Et puis l'actualité internationale avec la mort du général Kararouza tué dans une attaque ce matin à Bujumbura, la capitale. Et nous irons également en Europe, là-bas en Serbie avec les législatives, mais également aux États-Unis. Mais notre invité aussi, c'est M. Alassane Ba, le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'administration fiscale STAF. Il sera avec nous pour donc commenter tout ce qui porte sur l'administration fiscale ce matin. Et nous terminons avec la revue de la presse. Mais tout de suite, le reportage du jour qui porte sur la santé. La santé malade à Yeumbeul Sud, 2 postes de santé peinent à couvrir les besoins de 154 000 âmes dans la localité. C'est un reportage signé Théodore Semedo. Yeumbeul Nord, une commune mal lotie en infrastructures sanitaires. Seuls 2 postes de santé pour 154 000 habitants répartis dans 81 quartiers, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'accès aux soins sanitaires pour les populations. Par rapport à la cartographie sanitaire, nous avons 2 postes de santé publics, une maternité, mais il y a aussi des structures privées. Je crois qu'ils sont au nombre de 8 environ. Cela ne suffit pas. Les populations étaient obligées de se déplacer vers les structures sanitaires des autres localités pour bénéficier de soins. 2 postes de santé déjà construits peinent à ouvrir du fait d'un problème de ressources humaines. Une situation qui ne laisse pas indifférentes les populations qui tirent la sonnette d'alarme. On a 2 postes de santé déjà construits. L'un c'est à Darussalam 6, l'autre c'est à Darussalam 4. Mais jusqu'à présent, on n'a pas d'ICP. Donc pour pouvoir démarrer les activités. Donc si vraiment l'État nous appuie dans ce sens, vraiment ça nous permettrait d'agrandir la carte sanitaire de Yeumbeul Nord. Si le centre est bien équipé, si le personnel est affecté, vraiment en tout cas la santé à Yeumbeul Nord peut connaître des améliorations. Et on aimerait bien aussi que l'État s'y implique, donc essayer de trouver lui aussi des partenaires qui nous permettront de pouvoir permettre à ces populations, parce que là aussi les gens ils n'ont pas assez de moyens pour... Ces populations de Yeumbeul Nord ont étalé ces doléances en marge d'une journée de consultation médicale gratuite organisée par des acteurs non étatiques. Théodore Semedo, Yeumbeul Nord, Walfadjri.
Théodore Semedo, pour le reste de l'actualité dans le reste du monde et au Burundi d'abord, le général Kararouza tué dans une attaque à Bujumbura. Athanase Kararouza, conseiller du premier vice-président burundais en matière de sécurité, a été tué aussi, ainsi que son épouse et sa fille dans une attaque menée ce lundi matin par des hommes non identifiés. Le général Tutsi était en train de déposer sa fille devant le lycée du Saint-Esprit dans un quartier de Bujumbura. Un des traits donc de l'actualité internationale que nous allons continuer avec Marthe Diouf qui va en Europe pour les législatives en Serbie, largement remportée par le Premier ministre, et en Amérique, Haïti n'a pas voté dimanche, mais les partisans du PHTK ont manifesté. Marthe Diouf. Nous démarrons l'information internationale en Europe. À la Serbie, législative, large victoire du Premier ministre Alexandre Vučić. Le Premier ministre Alexandre Vučić règne en maître sur la Serbie, crédité d'environ 50% des votes. Les estimations en fin de soirée dimanche étaient sans équivoque sur le triomphe sans partage de Vučić et son parti progressiste CNSS. Assuré d'obtenir la majorité absolue au Parlement, le vieux leader nationaliste Vojislav Šešelj fait lui son retour au Parlement après 11 années passées derrière les barreaux. En Amérique, Haïti n'a pas voté dimanche, mais les partisans du PHTK ont manifesté. Il n'y a pas eu d'élection contrairement à ce qui avait été prévu par l'accord de sortie de 24 avril en Haïti. Cela fait maintenant 4 mois que les scrutins dû avoir lieu. Le Conseil électoral a annoncé qu'il pourra donner d'ici 3 semaines un calendrier pour la tenue du deuxième tour de la présidence. Et pour les législatives partielles, mais les détracteurs du pouvoir de transition partisans de l'ancien président Michel Martelly ne veulent plus attendre et ont manifesté ce dimanche à Port-au-Prince. Marthe Diouf, merci. Et nous en arrivons à la page invité. Notre invité, M. Alassane Ba, le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'administration fiscale, STAF. M. Alassane Ba, bonjour. Bonjour, M. Ousmane Sarr. Voilà, vous étiez en conférence de presse ce matin au siège de l'Union des enseignants du Sénégal, US. Et en quoi se résument les motifs qui ont donc présidé à cette rencontre? Je vous remercie. En fait, je suis le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'administration fiscale, STAF. Ça fait plus d'1 an, jour pour jour, qu'on lutte pour la justice et l'équité au niveau de la Direction générale des impôts et domaines. Mais in fine, rien ne bouge. En fait, voici une direction que je peux appeler un no-man's land administratif. C'est-à-dire où des fonctionnaires décident de rétrograder leurs propres collègues sans être investis en fait d'une telle mission par la République. Et ça, c'est extrêmement grave. Alors, nous avons eu, si vous avez suivi l'information donc ces derniers mois, nous avons eu à observer des mouvements d'humeur et à faire une campagne de presse. Mais la réponse a été l'affectation de nos militants les plus en vue, les plus combatifs dans les régions, au mépris du droit. Alors, ça c'est... il parle... La cause principale de ça, c'est un recrutement massif. Je vais revenir là-dessus. Mais je vous informe d'abord qu'une grande partie du personnel recruté ou des protégés, des chefs de service, ou même des membres du premier syndicat, des protégés de ces gens-là. Donc il y a un népotisme qui s'agit. Non, il y a un grand népotisme. Mais nous, par rapport à ça, on n'a pas... Notre question par rapport aux affectations est claire. L'affectation d'un agent relève du ministère de la fonction publique. Et mieux que ça, ces agents qu'on a affectés à la DGID, sur leur pièce d'identité, on a bel et bien marqué nationalité sénégalaise. C'est des gens donc qui ont le droit de travailler ici, au Sénégal. Mais ils ne sont pas investis de cette mission de rétrograder. Mais comment procèdent-ils alors pour... Non, vous savez ce qu'ils ont fait. Lorsqu'il y a eu des affectations massives, ils ont divisé les agents en 2 catégories. Ceux sortant de l'ENA et ceux qui ne sont pas, ne sont pas des sortants de l'ENA. Mais je ne doute pas des qualités des grandes écoles de l'ENA. Mais il y a aussi d'autres grandes écoles au Sénégal. Si vous me dites que quelqu'un qui a un bac scientifique,
un bac S1, S2. Après le bac, qui est parti faire des études d'ingénieur, qui a eu un bac plus 5. Ou bien des gens qui ont eu des maîtrises et des DEA avant d'aller faire des formations professionnelles, aller au cadastre ou à l'informatique. Vous revenez, vous dites que ces gens-là ne sont pas utiles pour la République du Sénégal. Là, vous outrepassez les lois de la République. Alors, donc, en plus, en matière de catégorisation, je pense qu'au niveau de la fonction publique, il y a une catégorisation très bien définie par la fonction publique. Et cette catégorisation, c'est une catégorisation hiérarchique, bien hiérarchisée. Alors, si quelqu'un passe outre de cette catégorisation, ça signifie qu'il passe outre les lois de la République. Il n'y a pas un paramètre reconnu, retenu pour le cas de la fiscalité qui peut-être... Un paramètre, un traitement? Un baromètre de critères qui sont retenus et qui sont ajoutés sur tout ce que vous venez d'énumérer pour pouvoir faire avancer les agents? Non, ce n'est pas une question même d'avancement des agents. Ils ont rétrogradé parce que, au-delà de la gestion des carrières, parce que les agents dans leur propre département auquel ils se sont spécialisés, l'informatique et ailleurs, statistique, dans leur texte, ils disent qu'ils doivent être dirigés par des inspecteurs des impôts. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a un bac plus 6, par exemple, en sciences, qui est ingénieur statisticien, qui est ingénieur informaticien. On lui dit que dans son département, il doit être dirigé par quelqu'un qui a le bac L et qui a une maîtrise en droit. Mais ça, vous savez la première conséquence de ça, c'est quoi? On a un logiciel qu'on a acheté qui coûte des milliards et qui continue à coûter des milliards. Vous savez quelle est la raison? C'est que dans le processus d'ingénierie et d'acquisition à la base, les experts maison ont été écartés. C'est des inspecteurs des impôts qui étaient partis faire le benchmarking et s'autoproclamer experts des systèmes d'information et voilà, qui l'ont acquis et qui ont discuté des conditions de base techniques d'acquisition. Et ça, c'est extrêmement grave. Une république ne progresse pas comme ça. Vous pensez que donc l'administration souffre et la fiscalité pouvait en souffrir ultérieurement? Non, on parle de nos mérites en matière de performance, en matière de réalisation cette année, en matière de recettes fiscales. Mais s'il y avait une meilleure gestion du personnel, on peut bel et bien dépasser ce niveau de recettes parce que le potentiel fiscal est là. C'est ça le problème. On a un potentiel fiscal énorme. Et il s'agit juste de mieux manager les ressources humaines pour accéder à ces ressources dont l'État a besoin pour le PSE. Et je rappelle aussi que le président de la République, le week-end du 9-10 juin, il avait parlé d'un traitement. Il avait parlé de traitement inéquitable de fonctionnaires relevant d'un même département, ayant les mêmes ressources et dans un même département avec les mêmes compétences. Je lui informe que la DGID en est l'exemple patent et le premier patient par lequel le traitement doit être administré. Oui. Et là, nous lui lançons un appel à lui et son premier ministre. Nous les connaissons qu'il aborde et ne badine pas l'inéquité et de prendre en charge réellement ce problème des paniers et des carrières au niveau de la direction générale des impôts et domaines, devant des gens qui continuent à narguer la République, qui continuent à narguer les lois de la République et continuent à faire fi de ce que l'administration a établi en matière de règles. Vous relevez là donc ce qu'on peut appeler des réflexes corporatistes, une gestion corporatiste, mais aussi, il n'y a pas de l'autre côté aussi des clichés, des idées arrêtées par rapport aux autres personnes qui ne sont pas sorties de l'ENA? Mais si, c'est une conséquence logique. La gestion corporatiste est une conséquence, en fait, les clichés est une conséquence logique du corporatisme qui, pour moi, n'est rien ni plus ni moins qu'un cycle dialectique de préservation d'intérêts occultes. C'est ni plus ni rien que ça. Ils savent bel et bien que ça ne tient pas debout. Par exemple, moi je suis conseiller en planification. J'ai ma première fonction, après une maîtrise de mathématiques, j'ai un bac plus 6 en maths, a été prof de maths. Parmi ces gens qui disent que nous sommes incompétents, il y en a un, je l'ai enseigné, c'était mon élève. Et il dit qu'il est... Voilà. Et avant d'aller faire maintenant d'autres formations. Donc nous ne sommes pas là pour faire du one-man show. Bien. Mais après, vous allez faire vos investigations. Vous allez au cadastre et à l'informatique. Il y a des bac plus 6, des 5, 6 en sciences qui ont fait des formations professionnelles. Et ces gens-là sont complètement exclus du système. Et ça, les gens, les autres corporations, même, j'ai vu des syndicats qui ont été floués. En fait,
ceux qui disent qu'ils mènent des combats au niveau de la DGID, la plateforme qu'ils disent dans les médias n'est ni plus ni moins qu'une plateforme implicite. Maintenant, si vous jugez aujourd'hui qu'en vérité, pour ce qui concerne la fiscalité, l'administration fiscale, est-ce que si ça garantit aussi une bonne marche de la boîte, est-ce qu'il n'est pas bon peut-être de redistribuer peut-être les avantages auxquels il y a les avantages, il n'y a pas seulement les avantages et la gestion des carrières. Moi, je me suis dit que la DGID, c'est une administration en mutation comme toutes les administrations modernes. Mais aussi, comme dans tous les pays du monde, dans tous les pays développés, dans une administration, qu'est-ce que vous faites? Vous trouvez des corps de métier. Maintenant, vous allez partout, vous trouvez des informaticiens, vous trouvez des ingénieurs divers, vous trouvez des topographes, vous trouvez des secrétaires, vous trouvez d'autres formes d'agents. Mais quand même, que les gens qui sont proposés à une telle mission ne disent pas ne créent pas des conditions pour écarter d'autres. Ça, la République même ne le dit pas. La loi 6133 parle d'une fonction publique sénégalaise et non autre chose. Donc, il y a un système qui était là, et qui a duré pendant des années, et vraiment, le summum, le point culminant de l'exaction des brimades qu'ils font subir aux autres corps a été ce système de panier. Mais en fait, avant, il y avait un malaise, mais qui était tu et géré à l'interne. Voilà. Et donc là, est-ce qu'à votre niveau aussi, pour ce qui concerne ces gens de l'administration fiscale, ces sortants de l'ENA, est-ce qu'aujourd'hui, à votre niveau, si vous jugez peut-être que c'est des gens qui ne craignent pas quand même de partager la vedette ou bien de partager le savoir, ils sont régis peut-être par des règles qui les contraignent à gérer comme ça? Je leur ai dit ça. Il n'y a aucune règle de la fonction publique ou bien aucun texte de loi qui dit qu'au niveau qui stipule qu'au niveau de la Direction générale des impôts et des domaines, tel est de tel corps, donc il doit être mieux systématiquement dirigé. Même pas systématiquement, pas du tout. Il doit être dirigé ou bien il doit être traité d'une telle manière. Alors, comment passe le système? Le système souvent, alors, c'est des arrêtés. L'administration publique fonctionne comme ça. Ils confèrent souvent des arrêtés où ils mettent ce qu'ils veulent. Ils soumettent à un ministre qui signe et ils appliquent. Et généralement, le ministre est dans la même corporation. Vous voyez un peu? Organisé dans un système démocratique, ça ne devait pas se passer. Voilà. Avant d'appliquer, d'autant plus qu'on est dans l'administration. La démarche doit être inclusive et partagée. Donc, il ne doit pas y avoir un autre schéma. C'est au-delà même d'un parti pris, c'est carrément une volonté d'écraser d'autres corps. D'autres corps qui sont à l'intérieur de la DGID. Qui sont à l'intérieur de la DGID. Et les gens, par rapport à ça, je dis aux hautes autorités, les gens ne réclament ni des augmentations de salaire, ni des primes diverses, ni rien. On demande aux autorités suprêmes d'appliquer la loi, c'est-à-dire d'appliquer la justice, d'appliquer l'équité au niveau de la DGID et rien d'autre. Ce n'est pas une demande d'un traitement spécifique. C'est une demande d'application des principes, des fondamentaux de la fonction publique, des fondamentaux de l'État, des fondamentaux d'une république, des fondamentaux de la dignité, des fondamentaux du respect, des fondamentaux de l'équité. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez toujours espoir de pouvoir... C'est l'année dernière qu'on a commencé à faire du bruit. On a créé un syndicat et nous avons notre récépissé. Donc légalement, on peut aller en mouvement. Nous allons vers un congrès le 14 mai qui va faire un peu une restructuration du mouvement, du syndicat, mais ce congrès va valider notre plan d'action. Et le jour suivant, nous allons vers des mouvements. Ça, c'est clair. Et nous sommes un syndicat légalement constitué. Donc, on va utiliser toutes les armes syndicales permises pour combattre le phénomène. Pour combattre ce phénomène et en toute légalité. Dans la légalité et dans le respect des lois. Monsieur Alassane Ba, secrétaire général du staff, restez avec nous pour suivre donc l'essentiel de ce qui a été publié ce matin dans nos journaux avec la revue de la presse au Sénégal qui est parmi donc les derniers de l'UEMOA selon Moussa Touré, le secrétaire général du parti Djering Samareu, qui n'y va pas donc par le dos de la cuillère. C'est dans Walf Quotidien. Autre colère, celle de Jean-Paul Diaz qui largue ses bombes dans le populaire ce matin. Et puis aussi, il faut parler de la situation en Gambie qui a été largement abordée par la presse du jour. Je vous accompagne dans le commentaire.
Bonjour, le Sénégal est parmi les derniers de l'UEMOA. Macky Sall fait désormais du patio. Les propos de Moussa Touré, l'ancien ministre des Finances, interrogé dans Walf Quotidien, qui souligne que Moussa Touré, secrétaire général de Djerigne Samareu, n'y va pas avec le dos de la cuillère en analysant la situation socio-économique du Sénégal. Macky Sall, lui aussi furieux contre ses militants, selon l'As Quotidien, qui nous informe d'une audience électrique entre le président et ses militants APR à New York. Autre colère, celle de Jean-Paul Diaz, qui largue ses bombes dans le populaire. Ceux qui disent qu'ils ont gagné, ils n'ont rien gagné du tout, commente encore le président du BCG sur le référendum. Pour la crise avec la Gambie, on est complexé vis-à-vis de la Gambie, soutient Diaz. Le Sénégal devrait rappeler son ambassadeur pour protester contre cette situation. Si l'ambassadeur n'est pas rappelé, il peut être expulsé à en croire Direct Info. Djamé menace d'expulser l'ambassadeur du Sénégal à Banjul, titre le journal. Yaya Djamé, irrité par la présence et le discours du président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté, révèle encore Direct Info. Dans la tribune, le PDS se prépare à la guerre après la destitution d'Aïda Mbodj. Un coup de force selon Pape Diop qui parle dans le journal. Abdoulaye Diouf Sarr, dos au mur, indique Regard au quotidien, qui rapporte un autre cas, celui de Ranérou, où le président du conseil départemental est dans la même situation qu'Aïda Mbodj, mais sans être inquiété, semble regretter mon confrère. Cette décision sélective rend alors bien compte d'un règlement de compte qui fait de Aïda Mbodj innocible de Macky, conclut mon confrère. Compagnonnage PS-APR au sein de Benno Bokk Yakaar, Aïssata Tall Sall secoue cocotier dans Sud Quotidien. La vocation du PS n'est pas de tenir la sacoche de l'APR, déclare Maître Aïssata Tall Sall. Le PS est un parti qui doit aller vers le pouvoir. Il faut que le parti revienne à lui-même et arrête d'emprunter le chemin qui n'est pas le sien. Le PS doit mettre fin à son compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar, s'il le faut, car cela n'aboutit à rien de concret. Soutient-elle encore dans les colonnes de Sud Quotidien. Maître Aïssata Tall Sall, absentéiste professionnel au PS, je plaide non coupable. Titre Grand Place. Tant que je ne termine pas le renouvellement à Saint-Louis, je ne vois pas comment aller au secrétariat national, soutient-elle encore avec la Dasso Diawara du Parti Socialiste, toujours dans Grand Place. Un parti, si tu l'abandonnes, il t'abandonne. Coupe et vente illégale de bois en Casamance, un carnage lucratif. C'est Enquête qui a mené l'enquête ce matin. Dans l'intimité d'un trafic, le jeu de dupes entre les différents acteurs, c'est dans l'enquête qui a publié ce matin des témoignages et allé en profondeur dans le bois en Casamance. Autre carnage qu'on pouvait qualifier de monétaire ou de financier, c'est le phénomène du faux monnayage entre 2015 et 2016 dans l'Observateur. 43 milliards de francs CFA en faux billets saisis au Sénégal, 83 personnes dont 27 étrangers et 3 femmes en prison, note le journal. Dans le Soleil, réunion du Conseil de sécurité sur l'eau. Macky Sall plaide pour une hydrodiplomatie. L'ONU annonce des actions contre les risques de pénurie. Ségolène Royal encourage les échanges de bonnes pratiques, rapporte le Soleil de la réunion du Conseil de sécurité sur l'eau aux Nations Unies. Et puis le Témoin quotidien parle de négociations Dakar-Doha pour la libération de Karim Wade. Rabat dans le deal, le point d'interrogation avec des réponses ou des tentatives de réponse ce matin dans le Témoin quotidien qui revient sur ce dossier. Libération prend un autre dossier, réunion houleuse du conseil d'administration d'Orange Sénégal, bras de fer entre l'État et France Télécom. Les représentants de l'État ont demandé l'inscription à l'ordre du jour de l'arrêt du projet d'externalisation. Le PCA refuse et déchire la demande du conseil antique du président, informe encore Libé. Le quotidien parle des frasques du ministre Mansour Eliman Khan. Un mec brusque à en croire mon confrère. Martin Diop de la Banque mondiale a fait les frais de son tempérament, rapporte mon confrère. Dans Réumi Quotidien, vie carcérale au Sénégal, ces gros bonnets sauvés par la maladie. Le journal qui affiche Taïb Sosé et Thione Balagosek à sa une. Et puis dans Sunulamb ce matin, Balboa impossible, Eumeu Sène lui échappe, Bombardier premier roi sans combat, il ne fait pas courir promoteur et sponsor, Eumeu Sène une cible ratée, le piège de la couronne, à lire ce matin dans Sunulamb. Bonne lecture à tous. Voilà, et je donne la couronne à Mame Sidi Diop et Aïssatou Diagne qui m'ont accompagné dans ce magazine. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. Au revoir et à tout à l'heure pour le Wolof.